Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Labrèche, directrice pédagogique et directrice de l'école virtuelle maternelle 6e année au CSD-CEO. Sylvie Labrèche, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va? Ça va super bien. Je dis toujours, ça n'arrête pas de bien aller, mais dans ce contexte-ci, ça va super bien. Ah, ben, je suis content d'entendre ça. Ça roule, on patine, on s'adapte, on apprend. Hein? J'ose dire même, on se dépasse. Oui. On a toute une discussion devant nous. Je suis tellement content que les gens aient la chance de te rencontrer aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on a eu la chance de se côtoyer. À ma première expérience à la direction adjointe d'une école, tu étais ma leader, si tu veux, ma collègue, ma directrice. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, on pourrait peut-être commencer par rencontrer la femme derrière le rôle, parce que tu fais autre chose présentement. C'est qui ça, Sylvie Labrèche? Écoute, Sylvie Labrèche, c'est une passionnée du monde de l'éducation, je te dirais, depuis 27 ans à peu près pour le CSD-CEO. OK. Mais avant ça, c'est une deuxième carrière pour moi, la direction. J'étais éducatrice en milieu résidentiel en déficience intellectuelle. Alors, j'ai commencé mes premières armes comme éducatrice. OK. Puis ensuite, c'est ça, moi, j'ai fait mon petit bout de chemin, puis l'éducation m'a toujours passionnée. Alors, j'ai continué mes études à temps partiel pour devenir enseignante. Et puis, de fil en aiguille, bien, ça m'a amené à vivre différents défis, des postes à la direction. Et puis, je suis aujourd'hui à la direction des services pédagogiques pour le M6 et puis également directrice de l'école virtuelle pour le volet élémentaire. Fantastique. Donc, CSD-CEO, c'est le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. On est dans l'Est ontarien. 27 ans de vécu et d'expérience riche. Tu as été éducatrice en début de carrière. C'est extraordinaire. J'ai le goût de te poser la question tout de suite parce que là, présentement, tu dis que tu es directrice de l'école virtuelle. On va y revenir. Et tu es aussi directrice des services pédagogiques maternels à la 6e année. Deux gros chapeaux. Comment tes expériences comme éducatrice t'aident-elles présentement là, dans ce qu'on est en train de vivre? Parce que tu pars, tu sais que dans le fond, on développe toujours des compétences. Ce vécu-là, on le porte en nous, ça façonne un peu qui on devient. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues? Puis je sais qu'on évolue, tu n'es pas la même fille présentement que peut-être quand tu es à tes débuts, mais je veux dire, dans ces expériences-là, où on vit des défis, où on doit s'adapter, est-ce qu'il y a des parallèles à faire ou des leçons que tu as apprises là, qu'on peut réinvestir? Peut-être que tu fais déjà présentement là, dans le nouveau contexte. Bon, c'est tellement une bonne question. Je te dirais tout de suite, d'entrée de jeu, de façon spontanée, je te dirais c'est le relationnel. Okay. C'est de savoir que derrière chaque personne, il y a une histoire. Et puis que cette histoire-là, tu dois en tenir compte dans chaque décision que tu prends. Okay. Être éducatrice spécialisée, c'est ça, c'est des profils d'élèves en difficulté, où moi, j'ai commencé auprès des adultes en difficulté. Et puis, c'était de comprendre qui était la personne que j'avais devant moi et puis de saisir aussi tout son potentiel, tout son bagage pour l'amener à se dépasser. Alors, peu importe que ce soit auprès des adultes ou des enfants. Puis maintenant, dans mon rôle de direction, c'est auprès des adultes que je côtoie. C'est d'amener les gens à vouloir se dépasser et être le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Parce qu'on vise, dans le fond, le bien-être et la réussite des personnes qu'on a devant nous. Absolument. On est au service des personnes qui sont devant nous. Puis je veux dire, chaque personne qui est devant nous a des besoins qu'on pourrait appeler particuliers, qui sont uniques ou personnels. Puis on les prend là où ils sont. Oui, absolument. Qu'est-ce qui t'a amené à justement aller vers un défi comme celui-là, de dire, OK, moi, je suis éducatrice présentement, puis j'aurais le goût de... est-ce qu'il y a des expériences vécues ou des rencontres avec des collègues qui t'ont amené à dire, hey, moi, peut-être que je pourrais contribuer à ce niveau-là?
Ah mon Dieu, tu me ramènes à mes premières années. Je veux dire, je ne sais pas si tu connais l'édifice, ben tu la connais, l'édifice L'Annexe à Oui, Plantagenet, à oui. côté de l'école secondaire, Ah qui est oui, maintenant un centre de traitement pour jeunes ados. oui. Mais dans le temps, c'était l'école Portelance et puis cette école-là, c'était une école où c'était des jeunes en déficience intellectuelle qui étaient là. OK. Puis, j'avais demandé d'aller faire une journée d'observation pour voir ce qui se passait, puis voir si le volet scolaire m'animerait. OK. Et puis, cette journée-là, ça a été vraiment marquant parce que j'ai vécu tellement de belles choses, mais je te dirais, ce qui nous touche le plus dans nos expériences, c'est les rencontres qu'on fait. Ah oui. Chaque personne que j'ai rencontrée, ça a été marquant. Et puis, je te dirais, quand j'ai vécu le volet résidentiel, euh, les personnes avec qui j'ai travaillé, les résidents, qu'on les appelait, prenaient le temps de nous comprendre, prenaient le temps d'avoir des belles relations avec nous. Puis, en fait, ils nous enseignaient des belles leçons de vie. Mm. Et puis, moi, en tout cas, ça m'a amené à me dire, écoute, je pense que je peux vraiment faire une différence dans ce milieu-là. Ça a toujours été le milieu de l'enfance en difficulté qui m'a attirée parce que, justement, je voulais être capable de faire une différence dans chaque vie là, que j'étais pour toucher. Ouais. Faire une différence. J'ai le goût de te poser la question. Qui a fait une différence pour toi? Puis ça peut être avant d'être éducatrice, ça peut être quand tu étais à l'école, tu sais, mais je veux dire, les gens qui ont fait une différence, puis qui font en sorte que tu as le goût de faire une différence présentement là, dans ta carrière, puis tout le long, dans le fond de ta carrière, parce que ça revient là, depuis le début de notre entretien. Éducatrice, je veux faire une différence. Ensuite de ça, je découvre autre chose, je veux faire une différence là. Qui a été un bon Je te modèle pour toi? dirais un bon modèle. D'entrée de jeu, je te dirais un surintendant que j'ai eu, OK. Alain Martel. OK. Ce que j'ai beaucoup apprécié d'Alain, c'était sa rigueur au travail. C'est quelqu'un d'exigeant, OK. mais il y avait des attentes élevées, Oui. pas démesurées. Non. On voulait toujours se dépasser avec Alain et puis on voulait jamais le décevoir. Et puis, ce que j'aimais comme superviseur, quand il nous donnait des prochaines étapes ou lorsqu'on faisait nos rencontres de supervision, il nous appuyait aussi avec des outils. Il faisait juste pas nous dire OK, Sylvie, tu peux travailler tel aspect comme moi. Je voulais travailler la gestion des données et puis être capable de faire une meilleure analyse de mes données. Lui, il s'est dit, je vais te donner un outil pour le faire. Il me bâtit un genre de chiffrier pour que ça soit plus Ah oui. facile pour moi. Oui, oui. Fait qu'il m'est arrivé avec quelque chose, il m'a proposé quelque chose, puis il m'a aussi accompagné tout au long du processus. Alors pour moi, c'était un beau modèle de leader parce que c'était pas juste de dire change quelque chose dans ta pratique ou tu peux t'améliorer. C'est une rétroaction descriptive efficace. OK. Puis en même temps, ça visait toujours le dépassement de soi. Oui. Puis moi, ça a été un beau modèle parce que j'essaie de faire ça avec les équipes avec qui je travaille, mes conseillères pédagogiques, par exemple, ou les enseignants au virtuel. C'est quelque chose que j'essaie toujours d'aller au-delà d'eux puis de donner une bonne rétroaction parce que je sais le poids que ça a, cette rétroaction-là, Oui. que ça nous amène à vouloir se dépasser puis à vouloir... ça bâtit notre efficacité personnelle. Oui. Puis quand on bâtit notre efficacité personnelle, bien, ça contribue à l'efficacité collective. Fait que tout ça, je te dirais, lui, ça a été un modèle marquant pour moi, en tout cas. Puis il y avait un accompagnement là-dedans, comme tu dis, il y avait des attentes élevées. Des attentes élevées, que ça communique. Des attentes élevées, ça communique, dans le fond, une fois en l'autre. Tu sais, on ne demande pas de quelqu'un ce qu'on pense qu'il ne peut pas donner. Il y avait une rétroaction, puis il y avait un accompagnement également. Donc, c'est pas juste d'avoir des exigences, mais c'est d'accompagner également. Absolument. Ouais. Fait que ça a été tout un modèle parce que pour moi, puis ça m'a aussi démontré que lorsqu'on gère une équipe, il faut le faire, on gère par l'exemple. Alors, ce qu'il nous demandait, c'est des choses qu'il était prêt à faire lui-même. Ouais. Fait que pour moi, ça a été déterminant parce que je me suis dit, je ne peux pas gérer autrement. Quand je vais demander quelque chose à mon équipe, c'est que je vais être capable de modeler quelque chose, je vais être capable de démontrer à mon équipe que moi aussi, j'embarque, puis comme je rentre dans la même direction qu'eux. Alors pour moi, là, ça a été vraiment déterminant dans ma carrière. Et puis pour moi, ça a été un modèle que je voulais reproduire.
OK. C'est fantastique. C'est important d'avoir des modèles. Ça nous tire vers le haut. Ça nous donne une idée de quel type de superviseur ou de leader on veut être ou incarner nous-mêmes. Quand tu entends le titre de notre podcast, c'est « Tout le monde est un leader », quand tu entends ça, qu'est-ce que ça évoque chez toi, cette affirmation-là? Bien, moi, tout de suite, quand j'ai vu le titre de ton podcast, justement, je me disais, le leadership, ça s'apprend. Le leadership, ça se développe. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'adhère à ça, parce que moi, j'ai eu la chance de voir des leaders se transformer sous mes yeux, justement. OK. Puis ce que ça demande, c'est que ça demande un don de soi, puis ça demande aussi, faut faire preuve d'humilité. OK. Et puis de se dire, oui, moi, je vais me tremper, je vais essayer, je vais me tromper, puis je vais recommencer. Ouais. Fait que pour moi, le leadership, c'est associé à ça, que oui, tout le monde peut être un leader parce que ça s'apprend, ça prend juste de la volonté. Puis du courage aussi, parce que, comme je disais tantôt, ça prend de l'humilité, hein, parce que dans le fond, on a souvent les yeux rivés sur nous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va réagir? Tu sais. Oui. Mais c'est ça. Il faut le faire en toute humilité. Puis, on apprend par nos erreurs. Fait que pour moi, le leadership, c'est accessible. C'est là pour tout le monde. Et puis, on peut tous contribuer à développer le leadership de quelqu'un d'autre, justement. Ah oui, j'aime tellement ça. Et les autres contribuent à développer notre leadership aussi. Tu sais. Ouais. C'est comme un cercle vicieux. C'est vrai, les gens qu'on appuie, les gens qu'on accompagne, j'ai le goût de dire, nous façonnent qui on devient, parce que je veux dire, dans le fond, le leadership tout seul, on va pas très loin, on est tout seul. Le but, c'est de redonner. Mais aussi, j'aime la perspective que tu amènes, que les autres peuvent peut-être façonner qui on devient dans tout ça. Donc, c'est donnant-donnant, tu sais. Exact. Oui, oui. On reçoit beaucoup quand on donne. Ouais. Oui. Oui. C'est fantastique, vraiment. Ça, c'est peut-être un modèle pour toi, une fois que tu étais devenue directrice, un modèle de superviseur. Est-ce que tu as des modèles de leadership qui n'ont peut-être pas un rôle de supervision dans la perspective que tout le monde est un leader? En autre mot, c'est pas associé à un poste, mais juste à une façon d'être, une façon de vivre ce que tu décrivais comme étant le leadership. Est-ce que tu as d'autres gens dans le passé ou dans le présent là, qui sont pour toi ou qui étaient pour toi des modèles de ce que c'est, ta vision de ce que c'est le leadership? Sans que ce soit un modèle associé à moi, un collègue avec qui j'ai eu la chance de travailler, Jean-François Boulanger. OK. Jean-François, j'ai eu la chance de le côtoyer comme on animait le PQD, cours de qualification additionnelle à la direction. OK. Et puis, on a eu à passer du temps ensemble justement pour développer là, comme la programmation. Et puis, j'ai appris à connaître cette personne-là. Et puis, en plus, il y a eu beaucoup d'articles décrits sur Jean-François. Et puis, pourquoi cette personne-là m'a inspirée beaucoup? C'est parce que j'aimais son style de mobilisateur. C'est quelqu'un qui peut arriver à la barre d'une équipe découragée, qui manque d'énergie, puis qu'on ne voit pas d'aspect positif. Mais lui va en trouver. Ouais. Lui va être capable de semer cette graine-là chez tout le monde dans son équipe puis dire tout le monde est capable. Moi, ça me prend chaque joueur de cette équipe-là pour amener l'école à bon port, ou ça peut être dans n'importe quel projet. Ouais. Mais Jean-François, comme personne, c'est quelqu'un, justement, qui a un don de soi incroyable. Puis, je te dirais tout le volet relationnel aussi. Okay. Lui, c'est la personne d'abord. Alors, pour moi, les gens qui m'ont marquée, c'est parce que c'était des personnes de cœur, des personnes, tu sais, que le bien-être, l'empathie, c'est super important. Ouais. Puis une fois que tu as conquis ça, bien, tu peux réussir n'importe quoi. On dit à nos profs comment c'est important le lien significatif avec les élèves et puis pour bâtir cette relation-là de confiance. Mais dans toutes les sphères, je pense que le plus grand défi qu'un leader peut avoir, c'est au niveau ressources humaines, je te dirais. C'est tout ce volet-là. Mais par contre, si on est capable de développer des bonnes relations puis avoir ce lien de confiance-là avec les personnes qu'on côtoie, je pense que la partie est gagnée d'avance.
on est capable d'accomplir n'importe quoi. Ça fait que pour moi, Jean-François, c'était le modèle en soi de, justement, d'être capable d'amener les gens là, à vouloir se dépasser parce que lui croyait dans les gens avec qui il travaillait, puis amenait les gens à croire qu'ils étaient capables eux-mêmes, tu sais. Oui. Ah oui, c'est tellement important, ça, de non seulement d'y croire, mais que les gens croient davantage en leur capacité d'agir dans leur réalité ou dans leur milieu parce que, justement, quelqu'un amène une nouvelle perspective, voit des possibilités là où le regard extérieur. Puis je me dis, des fois, le rôle d'un leader, au niveau individuel, relationnel, c'est peut-être ça qu'on fait aussi, c'est d'amener une personne à voir quelque chose qu'elle n'avait pas vu chez elle, une possibilité. Puis je me dis, my God, présentement, dans le contexte qu'on vit actuellement, on a ça à faire pour les gens qui ne voient peut-être pas ce qu'ils sont capables d'accomplir. Tu sais, puis je le sais, je parle peut-être plus à ton chapeau de présentement, tu es directrice des services pédagogiques, mais tu es aussi directrice d'une école virtuelle. Si on regarde le volet directrice des services pédagogiques, on retourne au début de la pandémie, puis le chemin parcouru en date d'aujourd'hui, je me dis, d'un point de vue systémique, comment tu vois cette histoire-là, si tu avais à raconter les grandes étapes de ça, de ce défi-là où on n'a pas eu le temps de se préparer à la rentrée, où on a eu le temps de la voir venir un petit peu, puis où on est rendu aujourd'hui. Ton regard systémique de ça, comment tu décrirais ça, cette expérience-là que vous avez vécue? Il y a un mot qui me vient en tête, c'est respect. OK. Je te dirais, Marius, c'est respecter les gens où ils sont. OK. J'ai réalisé à travers cette période-là que fallait vraiment prendre les gens où ils étaient puis les amener un pas plus loin. Okay. Ça fait que dans le fond, quand on dit des petits pas, il ne faut pas s'attendre à avoir un plan de match tout fait puis dire, on va amener tout le monde à telle place, à telle date, à telle heure. C'est vraiment, je vais prendre le temps de saisir, de comprendre l'autre que j'ai devant moi et puis de le rassurer puis de lui dire, écoute, tu n'es pas dans cette aventure-là toute seule. On va t'accompagner, on va t'appuyer. C'est qu'il y avait tout le volet, cette pandémie-là nous a amené à vivre des choses déstabilisantes un peu. Au niveau de la santé mentale, c'est pas facile. Puis comme je disais tantôt, tout le monde a une histoire, fait qu'il faut pas l'oublier. On a une famille, on a des particularités aussi qu'on vit au sein de nos familles. Puis quand on accompagne au service pédagogique, je dis toujours, il faut prendre le temps de comprendre la personne qu'on a devant nous, de la rassurer, de lui donner confiance, puis de lui dire, écoute, on va t'accompagner, puis tu vas voir, ça va bien aller. Fait que ça va avec... on nous disait ça va bien aller dans d'autres contextes, mais moi, je le ramène à ce qu'on vivait au niveau de l'accompagnement. On se devait de rassurer les gens puis de leur dire, écoute, on va avoir des attentes réalistes et puis on va t'amener où tu vas avoir besoin d'aller, mais on va le faire à ton rythme, puis on va le faire aussi, on va être ton filet de sécurité, là. Fait que je te dirais que c'est ce que je retiens le plus au niveau de ce qu'on a vécu, nous, au service pédagogique, c'était de rassurer, d'accompagner, puis d'outiller aussi les gens. Juste avancer, hein? Je veux dire, tu dis accompagner, puis on peut tellement être paralysé par la conscience de tout ce qu'on ne sait pas ou de l'ampleur qu'on donne à un défi X, Y ou Z. Puis je me dis l'importance de garder les gens dans c'est quoi mon prochain pas les 37 prochains, parce qu'en leadership, on se dit parfois qu'on est proche des arbres. Je pense que dans les derniers mois, on a été plus proche des arbres qu'on le souhaite parce que le leadership, habituellement, on a une bonne vue d'ensemble. Il a fallu la créer, cette vue d'ensemble-là, puis probablement pas encore à notre goût, là. Mais on avance là-dedans. C'est tellement important de ramener ça à qu'est-ce que je peux faire maintenant. Puis c'est correct d'être c'est correct d'être où on est rendu, tu sais. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul là-dedans. Je retiens ça de ton message aussi, c'est qu'on n'est pas seul. Puis, c'est de célébrer les succès aussi, comme les petits succès qu'on vit au quotidien. Puis, on débute toujours nos rencontres d'équipe, que ce soit au service pédagogique, puis je le fais aussi avec l'école virtuelle, pour que la gang réalise que, hey, wow, on est parti du point A, on est rendu au point B, puis voici ce qu'on a accompli depuis ce temps-là. Puis c'est important de toujours ramener les gens à ça, parce que justement, tu sais, il n'y en a pas d'idéal à atteindre. C'est vraiment...
on va essayer d'être le meilleur de nous-mêmes, puis je ramène toujours mon discours, peu importe les équipes avec qui je travaille, on est là pour une personne, puis on est là pour l'élève qu'on a devant nous. Alors, si on n'oublie pas le focus, pourquoi on a décidé de faire cette profession-là? Ouais. Bien, c'est pour faire la différence dans la vie de chaque élève qu'on va toucher. Ouais. Mais c'est sûr que les gens vont être ouverts à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Tellement une belle perspective. On a une opportunité présentement de faire une différence dans la vie des gens à un moment où probablement que collectivement, là, on n'a jamais été autant déstabilisés tous en même temps autour d'une même problématique avec laquelle on doit composer. Donc, c'est vraiment important cet aspect-là. Tu parlais de ton rôle de directrice de l'école virtuelle. On parle de combien d'élèves présentement? Tu es maternelle 6e année, école virtuelle. À peu près combien d'élèves ça implique, ça? On est maintenant à tout près de 400. OK. On a débuté à 600, puis c'est sûr que les parents voulaient voir, dans notre cas, en tout cas, les parents voulaient voir comment c'était pour aller avec les protocoles dans les écoles. Ouais. Et puis, peu à peu, on voit que les parents vont migrer un peu plus vers le présentiel parce qu'ils sont rassurés justement des bonnes pratiques qui sont mises en place là, par les différentes écoles. Absolument. Tout un travail qui a dû être fait et qui est toujours fait de ce côté-là, en constante adaptation. Puis ça m'amène peut-être à me poser la question côté pédagogique. On parle d'accompagner le personnel. C'est une chose de dire on offre l'école virtuellement, mais ça a sûrement des incidences sur notre façon de dispenser notre pédagogie puis le programme. Là, c'est quoi les grandes adaptations au-delà du Python, là, puis de OK, il faut que je sache où cliquer. Une fois que je sais comment cliquer un petit peu puis de m'organiser un peu dans le virtuel, puis que j'ai des contacts avec mes élèves d'âge variés, je veux dire, maternelle à 6e année, on s'entend que l'autonomie des jeunes varie beaucoup dans cette tranche d'âge-là. C'est quoi les grands ajustements, les grandes adaptations que tu observes présentement? On est en plein dedans au niveau pédagogique. Je te dirais, c'est les stratégies qu'on utilise au quotidien pour garder l'élève engagé. OK. En salle de classe, quand on circule en salle de classe, un coup d'œil, on peut voir, tel élève, ça n'a pas l'air à aller, ou on est sur le radar tout le temps, là, essayer de balayer des yeux ce qui se passe. Au virtuel, il y a certains défis parce qu'il y a des élèves que leur caméra n'est pas nécessairement allumée toujours. Ouais. C'est difficile de saisir justement comment ça va au niveau de nos élèves et puis comment les garder motivés et engagés à la tâche. Ouais. Alors, ça demande qu'on varie les stratégies, qu'on essaie, qu'on innove à tous les jours. Ça demande, nos enseignants ils font un travail extraordinaire, là, essayer de se ressourcer et aller chercher des bonnes pratiques. L'utilisation de Jamboard de façon interactive pour que l'élève ait une chance de donner son point de vue ou d'évaluation au service de l'apprentissage. Je vois beaucoup de choses là, qu'on fait au quotidien. Mais c'est ça, ça demande de varier nos stratégies. Comme direction de l'école virtuelle, je te dirais, mon défi, j'aimais beaucoup marcher mon école. OK. Prendre le pouls, dire bonjour. Quand j'étais à l'élémentaire, je me rappelle, je rentrais même dans les classes, puis les petits m'invitaient, tu sais. Puis ce que je trouve un petit peu plus difficile à l'école virtuelle, bien, on peut pas nécessairement se promener, promener les corridors. Non. Mais par contre, on s'invite quand même dans les classrooms. Nous, c'est à travers le Google Classroom qu'on le fait. Et puis, c'est de voir comment on peut faire notre monitorage de direction aussi quand on le fait dans un mode virtuel. Je prends conscience à travers ce que tu dis là, parce qu'on parle des fois que les transitions entre les rencontres Zoom ne sont pas longues. Hein, on n'a pas tant de déplacements pour aller d'une école à l'autre ou d'une classe à l'autre. Il n'y a pas de corridor dans une école virtuelle. Il n'y a pas d'informel. Hein? Donc, comment on s'y prend justement, comme tu dis, pour faire le monitorage, pour soutenir, pour accompagner, c'est toute une question. Donc, on est en train, j'imagine, de développer des nouvelles compétences à ce niveau-là, puis peut-être d'expérimenter des nouvelles approches. Est-ce qu'il y a peut-être des expérimentations que vous voyez là, au niveau du personnel enseignant, expérimentation pédagogique ou expérimentation au niveau de ton rôle, la direction, comment je fais ça? Là? Qu'est-ce que vous essayez présentement
pour voir, OK, peut-être qu'on pourrait faire ça de même, là? Bien, on a essayé plein de choses, je te dirais. De un, on travaille fort, ma collègue Josée Picard-Saint-Louis et moi, là, elle est OK. avec moi au niveau de l'école M6, OK. pour créer un sentiment d'appartenance à l'école virtuelle. C'est le défi qu'on avait. Nous, on avait des enseignants qui nous venaient de partout au niveau de notre territoire. Mhm. Alors, ne se connaissent pas nécessairement, OK. ne connaissent pas les élèves avec qui ils travaillent. Tu sais, on n'arrive pas dans une école de quartier et puis dire, moi, je connais les familles, je connais les élèves. Au virtuel, on est avec des familles qu'on ne connaît pas, des enfants qu'on ne connaît pas et des collègues que nous ne connaissons pas non plus. Mm. Alors, on travaille fort à essayer de créer ce sentiment d'appartenance-là. Je te dirais, on a mis sur pied un comité climat de l'école virtuelle. On a mis sur pied un comité élève aussi. C'est en train de se faire. Là, la semaine dernière, justement, on mettait sur pied ce comité climat-élève-là. OK. Créer des occasions de réseautage entre le personnel. On a la chance d'avoir des enseignants de différents niveaux, comme par exemple, j'ai 3 profs de 3e année. OK. Et c'est comment on peut faire pour permettre à ces profs-là de réseauter entre eux, de travailler ensemble, justement, de collaborer, d'échanger. Oui. On a essayé aussi, il y a eu des belles pratiques dernièrement où des profs ont pris contact avec leur école d'attache. Et puis, justement, leur classe du virtuel ont partagé un volet pédagogique là, avec une classe en présentiel. OK. Alors, dans le fond, les ponts ne sont pas coupés là, entre l'école présentielle et le virtuel. Puis au contraire, on essaie de saisir des occasions, justement, de créer ces partenariats-là. Ah, Fait que c'est je te dirais fantastique. qu'on est sur une belle lancée là, de trouver justement des idées. Avec notre personnel à la journée pédagogique, on a fait des regroupements. Il y avait une enseignante de maternelle avec une enseignante de première, de deuxième et tout ça. OK. Question que les gens apprennent à se connaître parce qu'on a quand même un bon personnel. Là. On est quand même au-delà d'une 30aine de personnes. OK. Et puis, on leur a fait vivre un breakout. OK. Et puis, dans 7 différentes salles différentes. Et puis encore là, comme je disais tantôt, Marius, on se disait quel beau modelage. On leur a montré une façon de faire 7 salles. Mhm. On leur a montré une façon de faire des regroupements, une façon facile de le faire. Et puis, la force aussi du partage et puis de créer des activités engageantes comme ça. Un breakout, c'est un défi. Tout le monde était dedans. Puis, fait que je pense que c'est ça. On se questionne tout le temps à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire vivre aux adultes qui serait un beau modelage à faire vivre aux élèves. Fait que comme direction d'école, je te dirais, c'est toujours se questionner, de saisir toutes les occasions possibles pour faire ce modelage-là, en fait. Ah, absolument, c'est transférable. Ce qu'on vit entre adultes, c'est souvent ce qui est reproduit pédagogiquement, en tout cas, en salle de classe. Donc, absolument. Puis surtout dans un contexte où les gens se posent certainement plusieurs questions, puis on est déstabilisé parce que, tu sais, on prend ce qu'on faisait en classe, on arrive dans le virtuel, on s'essaye, puis on se dit, OK, ça marche, ça ne peut pas marcher, c'est pas pareil, il faut que je m'ajuste. Donc, d'avoir l'occasion de vivre des modelages, ça nous permet peut-être d'avoir d'autres possibilités puis de faire des prochains pas, d'autres expérimentations, parce qu'on j'aime dire qu'on se tient loin de la lamineuse, là. On est loin des pratiques gagnantes qu'on veut déployer à grande échelle. On est encore en train d'essayer de figurer qu'est-ce qui marche, là. Mais, les parents dans tout ça, parce que le triangle puis le rôle de la famille avec l'école, puis dans la réussite scolaire d'un jeune, c'est toujours primordial. Je me dis, dans un environnement en ligne, maternelle, 6e année, peux-tu nous parler de l'importance ou de la place des parents pour appuyer l'école et l'enfant dans son apprentissage? Qu'est-ce qui se passe de ce niveau-là? Je te dirais, c'est un partenariat indispensable. Je pense à nos petits cocos maternelle jardin, ne sont pas autonomes, ils commencent à l'être, mais ont besoin de cet appui-là de papa, maman. Et puis, ce qui revient au niveau des enseignants du virtuel, c'est comment riche la relation, le partenariat qu'ils ont avec les familles, là, comment ils trouvent ça trippant. Puis, de voir justement, tu sais, on fait une leçon... on a des apprenants de la langue là, avec nous en maternelle jardin.
la leçon ne sert pas juste à l'enfant qu'on a devant nous, mais papa, maman en profitent aussi. C'est que je te dirais que c'est beaucoup plus large. On ne pense pas avoir autant d'impact que ça, hein, mais on a un gros impact justement auprès de la famille. Je l'ai vécu aussi dans les camps d'apprentissage cet été, où c'était des camps d'apprentissage virtuels. Et puis, les familles nous disaient comment riche ça pouvait être parce qu'on leur permet aussi de vivre un beau moment en famille. Tu sais, des fois, la réflexion que je fais avant pandémie, des fois, tout va vite, hein? On n'a pas le temps de s'asseoir puis faire les devoirs parce que la routine, puis tout ça, puis c'est beaucoup. Oui. Là, on est assis à côté de notre enfant qui est à l'école virtuelle. On est en relation avec d'autres. Tu sais, dans le fond, on travaille les HH au virtuel, on travaille des compétences. Et puis, mais on le fait aussi avec nos partenaires qui sont nos parents. Alors, c'est indispensable. Je te dirais, il ne faut pas dénigrer l'appui qu'il faut leur offrir à ces parents-là parce que justement, il faut les outiller à faire ce virage-là au monde virtuel. Oui. Et puis, ils ont une bonne volonté et puis sont là vraiment engagés à vouloir nous appuyer là, depuis le début. Ça met en valeur vraiment le rôle de l'enseignant aussi, puis de l'enseignante, parce que je me dis, on voit la portée de ce qu'on fait, puis ça peut aider les parents à aider leurs enfants. On est là en même temps. Comme tu dis, l'enfant, parent et enseignant, puis c'est pas une rencontre pour parler du rendement, on est en train de vivre de l'apprentissage, qui est quand même un nouveau contact avec la famille. En synchrone, en tout cas, là. Tu sais, tout là en même temps. Puis tu as mentionné quelque chose de vraiment important. Je veux dire, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu as parlé des HH, qui sont les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. On enseigne ça à nos élèves parce qu'on se dit, ça a un impact direct sur le rendement scolaire de nos élèves. On arrive dans le virtuel. Ces habitudes-là, ces habiletés d'apprentissage-là en ligne, est-ce que vous avez identifié des comportements observables sont importants d'enseigner à nos élèves? Tu sais, tantôt, tu disais, la webcam éteinte ou le microphone en sourdine. Un élève engagé dans une école virtuelle, quels sont des comportements qu'on veut leur enseigner dans ce que vous apprenez présentement pour... Il faut pratiquement enseigner à l'élève comment être un élève en ligne à travers tout ça. Là. Tu sais, là, je me comporte comment? C'est quoi ma job d'élève quand je me présente en ligne? Qu'est-ce que vous découvrez à ce niveau-là? Bien, je te dirais, ce qu'on a découvert, c'est que c'est pas nous, on détient pas cette réponse-là. On n'a pas construit les critères avec les élèves. OK. Alors, dans le fond, on a regardé les comportements qu'on voulait voir, mais on leur a fait découvrir c'est quoi un élève engagé, ça a l'air de quoi? Ou ça a l'air de quoi un élève qui collabore au virtuel? Alors, les élèves, selon leur niveau d'âge, avec leurs enseignants-enseignantes, ont dû définir ça voulait dire quoi. Alors, ont dû définir les comportements observables, justement, en lien avec les habitudes de travail et les habiletés. Fait que je te dirais que la réponse, c'est eux qui l'avaient. Quand on parle de communication, ça veut dire quoi une bonne communication au virtuel? Ouais. Encore là, tu sais, ça veut dire d'utiliser le nouvel outil, je lève la main quand je suis dans le Meet. Ouais. Ou ça peut vouloir dire, je me sers du chat d'une bonne façon. Ça veut dire quoi d'une bonne façon? C'est quoi bien communiquer? Fait que c'était des belles discussions, puis un beau cheminement. C'est les processus qu'on vit avec nos élèves, c'est ça le plus important. Mais je te dirais, ce travail-là nous a amené justement à nous questionner sur nos façons de faire, puis on s'est dit, bien, en salle de classe, on prendrait le temps de définir c'est quoi nos HH, puis on le fait au virtuel aussi avec les élèves, pour que ça soit plus, pour que ça s'applique, tu vois, comme on remarquait même l'environnement de travail. Ça veut dire quoi être dans un bel environnement de travail, disposé à apprendre au virtuel? Mais encore là, il a fallu adresser tout le volet, bien peut-être faire mon cours assis sur mon lit avec mon Chromebook, c'est peut-être pas le meilleur environnement d'apprentissage pour moi. Peut-être que si j'utilise des écouteurs, ça va me permettre de mieux me concentrer. Ça fait qu'on a regardé différentes choses avec nos élèves pour les amener à voir justement qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire pour faciliter leur apprentissage dans le mode virtuel. Hey! C'est gros, ça, Sylvie. Là. Il y en a des choses là, à aborder avant de dire on est rendu à telle place dans le programme, on s'entend. Mais c'est extraordinaire. Quel investissement important
pour la suite en éducation, je me dis, là, je fais plein de liens avec ce que tu disais tantôt, OK? Là, je vais essayer d'être clair et concis. Tu parlais de l'importance de l'évaluation au service de l'apprentissage, la triangulation. Là, tu viens de parler des habiletés d'apprentissage et habitudes de travail. Là, je me propulse dans l'après-COVID, puis je me dis, les retombées de ça sur ce qu'on va regarder et ce qu'on va enseigner, pas juste ce qu'on évalue, ce qu'on enseigne dans l'après. Est-ce que tu penses qu'il y aura des incidences positives sur la portée de ce qu'on fait avec les HH, avec nos élèves? Parce que si je suis en salle de classe, mais j'ai encore accès à un environnement numérique comme Google Classroom, comme mon site web, comme tous les beaux outils. L'école va continuer d'être virtuelle, même quand on va être en présentiel. Est-ce que tu penses que ce que vous découvrez présentement va avoir une incidence sur tout ce qu'on va faire avec les HH après? Parce que, tu sais, c'est pas juste d'enseigner les HH en présentiel, puis ce qui se fait dans le virtuel, on n'en parle plus, même si on a accès au virtuel par après. Tu sais, est-ce que tu penses que ça va rester, ça? L'idée qu'on ne veut pas juste parler de ce qu'on fait en personne, mais ce qu'on fait, ou peut-être que c'est déjà là, mais j'imagine qu'il y a des choses qui vont rester de ça là, par après. Là. On n'arrêtera pas de parler de ça là, après. Là. Je suis certaine que oui. Puis, tu sais, tout le volet entrepreneurial, je te dirais, l'élève qui s'entreprend dans son apprentissage. On a travaillé, je trouve qu'on travaille fort là-dessus. On travaille beaucoup le volet initiative, tu sais, l'élève, comment on l'amène à s'engager dans son apprentissage. Bien, ça part de ses choix. Faut l'amener à découvrir qui il est comme élève, puis l'amener aussi à aller au bout de ce qu'il veut faire, là, tu sais, qui initie différentes choses, qui n'ait pas peur de prendre des risques. Je trouve que ce qu'on a travaillé beaucoup, justement, avec les élèves en mode virtuel, puis on le voit, tu sais, quand j'ai vu la révision du nouveau programme cadre de mathématiques où on parle des tous les apprentissages socio-émotionnels, et je pense qu'on travaille fort cet aspect-là qui va être, dans le fond, qu'on va amener avec nous quand on va retourner en présentiel aussi. Je pense d'amener l'élève à prendre des risques, puis de pas de toujours vouloir se surpasser, puis essayer, puis pas abandonner. Fait que ça, je pense que ça va rester. Wow! Ça amène, je trouve que ça amène et ça nous amène à devenir encore de plus en plus clair sur ce qui compte, sur ce qui est important, là, tu sais, le rôle de l'enseignant, le rôle de la famille, co-construire ce qui compte avec nos élèves, tu sais, qu'ils soient engagés là-dedans, qu'ils fassent partie de la discussion, puis wow, c'est vraiment inspirant. Je sais que tu voulais nous parler d'une vidéo. Quand on s'est préparé à notre entretien, tu parlais d'une vidéo, un TED Talk en particulier sur comment on dirige, comment on se comporte comme leader quand on vit une crise ou une situation comme ce qu'on vit présentement. Veux-tu nous parler de ça? Oui, j'aimerais ça, certain. Merci, Marius. Ben oui. J'ai assisté à une rencontre ministérielle, justement, où on nous a présenté cette vidéo-là, un TED Talk de Amy Edmondson. Et puis, c'est How to Lead in a Crisis. Puis, c'est sûr que quand j'écoute des TED Talks et tout ça, je me vois toujours aussi dans mon rôle d'animatrice au PQD, hein, comment je pourrais en faire profiter d'autres personnes. Puis, ce que j'aimais beaucoup dans son discours à Amy, c'est qu'elle parlait de l'importance de surcommuniquer, même si on n'a pas toutes les réponses. J'ai beaucoup aimé ça parce que des fois, on attend. Tu sais, on se dit, ben je ne parlerai pas tout de suite à ma gang parce que je n'ai pas toutes les réponses ou je n'ai pas l'ensemble des faits et tout ça. Puis souvent, ce que ça peut créer, bien, ça crée du doute, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress parce que les gens qui ne savent pas nécessairement ce qui se passe, ben, ils sont juste dans le néant puis ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Ce qu'elle disait dans son TED Talk, c'était justement de ne pas hésiter de le dire. Écoutez, je vous rencontre aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais voici ce que j'ai comme réponse, puis on va cheminer ensemble. Puis, c'est de ne pas avoir peur de dire que, écoute, c'est pas complet là, ce que j'ai à vous dire, là, mais puis ça se tient pas tout encore, là, mais ça va se tenir. Tu sais? C'est mieux ça que de laisser les gens décider ou de créer des réponses eux-mêmes dans leur tête ou des interprétations du silence, dans le fond, parce que si on ne communique pas, c'est qu'il y a un silence.
Il y a un néant, Exact. puis les gens vont avoir tendance à remplir ça avec d'autres choses, puis c'est pas toujours à leur service, là. Donc, l'importance de Exact. ça, absolument. On va mettre le lien de cette vidéo-là dans la description de notre épisode, dans les ressources, là, les gens pourront aller voir ça. Super. Je l'ai pas vu, tu me donnes le goût d'aller regarder ça, là. Alors, ça vaut la peine, Ouais, vraiment. Elle parle aussi de l'importance de ne pas avoir peur de se rendre vulnérable. Et puis, quand on montre notre côté humain, comme les ouais, deux, là, ouais. on est les deux, mais on est avant tout une personne qui Mm, vit le moment de crise, comme là, en temps de pandémie. mm, Moi, je vis l'instabilité, puis je vis plein de choses aussi comme mhm. personne. Puis c'est bon de laisser savoir aux équipes qu'on dirige, écoutez, ben moi aussi, je me sens comme ça, puis écoutez, on est ensemble, on va y arriver, on va se soutenir là-dedans. Mais c'est ça, son discours était très humaniste, puis en même temps, c'est de dire, faut pas avoir peur de faire preuve de transparence puis de vulnérabilité lorsqu'on dirige une équipe. OK. C'est pas un réflexe naturel quand on sent qu'on perd le contrôle. Hein? Exact. Tu sais, puis, et pourtant, ça peut tellement nous enlever de la pression. Tu parles d'une vidéo TED Talk et tout ça. On a parlé de l'importance de créer des occasions pour les enseignants de réseauter entre eux. Je sais que toi, d'un côté plus personnel, l'idée d'avoir un réseau humain, mais aussi un réseau dans le numérique où ce qui est la richesse, c'est pas le numérique, mais les humains qui se trouvent là. Pour te connaître comme il faut, là, je le sais que ça a pris une grosse place dans ton développement professionnel continu, l'idée d'avoir un réseau, Twitter et autres façons de se connecter. Veux-tu nous parler de ça, la place de ton réseau d'apprentissage personnel? Bien, je te dirais que comme les deux, on se doit d'avoir un réseau. Oui, C'est même pas un choix parce que je me dis comment je fais pour inspirer mon équipe, puis comment je fais pour les alimenter. Hein? On travaille avec des leaders aussi, là. Alors, il faut les nourrir, ces personnes-là, au quotidien. Et puis, je me dis, si moi, je me ressource pas comme personne, mais comment je fais pour appuyer mon équipe à se ressourcer aussi? oui, Fait que c'est sûr que Twitter, ça joue un rôle important dans ma vie. Puis je dirais, j'ai participé à plusieurs taquets de chat aussi. Euh, j'ai connecté avec des gens. À un moment donné, je me retrouve à Toronto en rencontre et puis une personne qui se présente, elle dit « Je te suis sur Twitter, je te connais. » Fait Hey, que, je me disais, ça n'a pas de frontières, là. ah non. C'est vraiment incroyable. J'ai, c'est en voyant les différentes choses qui se passent. Marius, je t'avais invité pour une formation. On a travaillé le questionnement, le coaching avec nos équipes. Oui, Bien, c'est des choses que j'ai vues sur Twitter, des choses que j'ai vues circuler. Je me oui, dis, ça élargit notre spectre oui. de notre bagage, nos ressources. On ne se limite pas justement à ce qui se passe chez nous, Mm, parce qu'il se passe tellement de belles choses dans le réseau francophone. Ça, je trouve ça important. J'essaie de faire des choix judicieux aussi, bien qu'il y ait des belles ressources anglophones, mais j'essaie de faire rayonner les belles pratiques qui se passent aussi chez les francophones. Je trouve qu'on a avantage de travailler tout ce volet-là, là, notre construction identitaire. mhm. Euh, notre identité franco-ontarienne, elle est importante. Oui, Et juste, même franco. oui, Alors, c'est sûr que je trouve qu'il faut se mobiliser comme franco, il faut se mobiliser comme les deux en province. Et oui, puis, on se nourrit mutuellement. oui. Puis j'ai le goût de dire, il faut croire en soi. Parce que dans mon rôle d'accompagnateur, j'accompagne des gens dans différents milieux, différentes provinces même. Puis mon premier réflexe, c'est un peu ça, de demander aux gens de partager ce qu'ils font. Parce que j'essaie de dire, hey, c'est bon ce que vous faites, en parlez-vous. Est-ce que vous êtes connecté? Parce que si vous êtes connecté, on peut apprendre de vous. Puis souvent, la réaction des gens, c'est ouais, mais c'est pas assez bon ce qu'on fait. Ou c'est pas pire, mais c'est pas encore assez à la coche, comme on dit, pour que je le partage. Tu sais. Puis je trouve tellement ça triste que les gens ne voient pas la valeur de partager où on est rendu. On ne sait jamais qui on peut aider. Puis moi je ne serais pas qui je suis présentement si j'avais pas mon réseau. Tu sais. C'est impossible. Exact. Impossible. Ça n'existerait juste pas. Tu sais. Donc, Mm. ouais. Entre C'est Franco. drôle parce que quand j'anime mes cours au PQD, les premières journées, ils trouvent ça, les participants trouvent ça bien drôle parce que je vante les mérites de Twitter. Ouais. Puis souvent,
il y a un gros pourcentage de personnes qui ne sont pas sur Twitter. Puis c'est drôle, par la fin du jour 12, je te dirais que la plupart sont sur Twitter parce que j'en parle. Je suis tellement animée quand j'en parle qu'à un moment donné, ils sont curieux d'aller voir ce qui se passe. Oui, qu'est-ce qu'elle a, elle, donc? Mais tant mieux, on l'arrête pas, c'est tellement bon pour le monde. Le temps file, on serait peut-être rendu à notre portion rafale, ma chère Sylvie. T'es-tu game? Je suis game, certain. Je t'envoie une phrase, un mot, une idée, puis tu me dis ce qui te vient à l'esprit quand je te dis ça. Oui, c'est bon. Je ne sais pas par où commencer. Un bon livre en leadership. J'ai lu dans la dernière année Leaders Eat Last de Simon Sinek. Oui. Et puis, j'aimais beaucoup le parallèle qu'il faisait entre la vie militaire et puis, justement, ça le dit, là, il parlait des Marines, puis que les plus hauts gradés dans la marine mangeaient les derniers parce que c'est vraiment crucial manger dans l'armée. Là, c'est comme, tu peux pas priver quelqu'un de manger quand il vit plein de choses comme ça. Puis il parlait de la force de leadership aussi au niveau de l'armée. Puis j'ai beaucoup aimé les parallèles qu'il faisait, là, que vraiment, on est au service d'eux. Et puis, on devrait prendre soin des gens avec qui on travaille. Fait que j'aimais beaucoup les messages de Simon Sinek là-dessus. Leaders eat last. Oui. Une opportunité que nous offre le contexte actuel. Je te dirais revisiter nos priorités. OK. Parce que, justement, tu sais, c'est fou, là. J'ai dans le fond, 2 postes. Mais où est la place de la famille là-dedans? Où est la place? Tu sais, il faut quand même s'arrêter puis se dire, bien non, je suis, comme tu as dit d'entrée de jeu tantôt, c'est qui la femme derrière? Mais il ne faut pas oublier ça. Fait que je pense que le contexte actuel nous a permis de revoir nos priorités. Puis peut-être... je suis aussi Julie Charland, une ancienne direction d'école qui a un blog sur le minimalisme. Oui. Et puis, ça m'a intéressé beaucoup cette dernière année parce que je me suis dit, la pandémie m'a permis de justement réfléchir à plein de choses, puis de revoir mes priorités, puis revoir aussi tout le matériel qu'on a, puis c'est vraiment important dans ma vie en ce moment. Fait que je te dirais, oui, ça m'a amené à des belles réflexions. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pourrais en nommer 2. Un, je te dirais écouter. OK. De prendre le temps d'écouter. Puis aussi de documenter. Dans les postes qu'on a, c'est important de garder des traces, justement, pour qu'on s'assure de faire tous nos suivis. Tu sais, on laisse personne entre les cracks. On s'assure de revenir avec des réponses aux gens avec qui on travaille et tout ça. Et je te dirais, en fait, ça serait peut-être ces 2 choses-là qui me viennent en tête rapidement, là. Wow, tu me ramènes en 2010 quand on a travaillé ensemble pour la première fois. Puis c'est la première fois de ma carrière où je devais documenter parce que je ne pouvais plus faire confiance à ma mémoire, il y en avait trop. Tellement important, documenter pour ne pas oublier personne. Ouais. C'est ça. Une chose, juste une, qui pourrait améliorer l'éducation de ton point de vue. Une chose. Oui, qui n'est pas nécessairement juste associée à ce qu'on vit présentement, mais avec ce qu'on découvre puis où on s'en va, là. Une chose qui pourrait améliorer l'éducation. Je te dirais qu'on parte plus de l'élève. OK. Qu'on n'arrive pas avec notre agenda tout préparé, tout fait. Si on partait toujours de l'élève qu'on a devant nous, ça nous amènerait ailleurs. OK. On pourrait pratiquement dire personnaliser ça, là. Ouais. Oui. Ouais. En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse? Je te dirais quand je vois des gens se transformer sous mes yeux, là, à la lueur de la rétro, à la lueur des discussions qu'on a eues ensemble et tout ça. Puis je vois des changements au quotidien, là, je me dis mission accomplie. Dans le fond, quand on a eu la chance de contribuer au développement de quelqu'un d'autre aussi, ça rend heureux parce qu'en quelque part, tu te dis, tu
tu as eu une influence positive sur cette personne-là. Ouais. Puis, ça fait du bien. Tu parlais d'Alain Martel, c'est la première, de mémoire, c'est la première personne qui, dans un corridor, parce qu'il y avait des corridors, on était en personne, qui m'avait justement invité à considérer devenir une direction d'école. Puis ça a eu un impact. Ça fait que quand tu parlais d'Alain tantôt, ça me ramenait à ça. Puis c'est une discussion à la fois, hein, ça a des impacts. Oh, oui. Je lui ai jamais dit ça, il faudrait que je lui dise. On va lui dire d'écouter. On a parlé de lui aujourd'hui, Ouais. c'est qu'on va lui dire d'écouter le podcast. Oui, c'est ça. Ses oreilles vont osciller. Oui. Si je te dis le mot culture d'école, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Culture d'école. Je te dirais bien-être. Le bien-être me vient en tête tout de suite parce que, encore là, quand on est bien, puis quand on s'aime, le bien-être, justement, dans son école, ben ça ne peut pas faire autrement que développer une belle culture d'école. Partir des personnes, ça revient. Oui, toujours. Oui, oui. Un moment marquant dans ta carrière? Un moment marquant. Je te dirais quand on m'a mutée à l'élémentaire. Okay. Parce que moi, j'étais direction dans une école secondaire. Et puis, à un moment donné, on a eu besoin de moi dans une école élémentaire. Et puis, je me disais, en tout premier lieu, je me disais, là, on m'a puni, tu sais, on veut m'envoyer là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, là, mais c'est vrai, comme j'avais vu, comme, oh my God, là, tu sais, c'est pas fait pour moi. Ouais. Et puis, je me souviens aussi d'avoir dit, ben là, j'ai été mutée au mois d'avril, puis je me souviens d'avoir dit à mes superviseurs, bien là, ça va être temporaire là, pour finir l'année. Puis je me souviens aussi d'avoir dit 2 semaines après, hey, laissez-moi là, je suis super heureuse, puis c'est comme, c'est fait pour moi, je suis vraiment bien. Fait que c'était marquant parce que justement, ça m'a démontré que faut embrasser les défis, il faut embrasser ce qui se présente devant nous avec ouverture, parce que sinon, quelle belle occasion que j'aurais manquée. Absolument. Je me dis, ça m'a permis de... J'ai goûté au volet pédagogique comme personne d'autre à ce moment-là, comme j'avais tout à apprendre. Et puis, ça a été vraiment riche, là, ce saut-là que j'ai fait à l'élémentaire. Et puis... il y avait sûrement des leaders très visionnaires au sein du conseil en tout cas, qui m'ont permis de vivre cette belle expérience-là. Oui. Positionner le talent. Oui. Positionner le talent, absolument. Si je te dis le mot coaching, on a eu la chance de travailler ensemble à ce sujet-là. Quand je te dis le mot coaching, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Échange, puis questionnement aussi. Okay. J'ai appris qu'en coaching, puis ça, tu nous as enseigné des belles choses, Marius, mais la force du questionnement. C'est un art, questionner, et puis il s'agit de poser les bonnes questions au bon moment. Ça fait grandir, et puis je pense qu'on sous-estime là, la richesse du questionnement, et puis on a à y travailler tout le temps. Absolument, absolument. La bonne question vient au bon moment, absolument. Exact. Oui, oui, oui. Ça fly. On arrive déjà à la conclusion. C'est fou, hein? Oui, ça passe vite. Oui. Écoute, on se propulse dans les 10 prochaines années avec ce que tu as observé. Tu as commencé ton parcours comme éducatrice. Tu as eu différents rôles, différentes responsabilités aussi. Tu as rencontré plein de gens, plein d'élèves. Tu as un nouveau défi présentement avec une école virtuelle. Quelles pourraient être des orientations importantes en éducation dans les 10 prochaines années avec ce qu'on est en train d'apprendre là et avec les compétences nouvelles qu'on est en train de développer? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Ben moi, je vois des jeunes à qui on a laissé toute la place. Okay. Et puis qu'on leur a offert des occasions riches d'apprentissage parce qu'on est parti de leur intérêt puis de leur vécu. On développe des compétences chez nos élèves pour des emplois qui n'existent même pas encore.
Fait que c'est sûr, tout s'apprend, tout se Google. Ouais. Mais par contre, je pense que c'est super important de permettre à nos élèves de vivre des moments. Puis ça devrait être en avant-plan dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on planifie en éducation. C'est est-ce qu'on va permettre à nos jeunes de vivre des moments, d'entrer en relation et puis de prendre position, de prendre leur place. Fait que je pense que, en tout cas, moi, je vois dans les prochaines années, puis tu sais, je regarde les compétences chez nos jeunes sont de plus en plus articulées. C'est incroyable. Moi, jamais je me serais présentée devant des groupes à bien expliciter ma pensée et tout ça. Puis je vois des jeunes le faire de façon extraordinaire. Et je me dis, moi, dans les prochaines années, ce que je vois, c'est ça, vraiment des jeunes qui n'ont pas peur de... Puis tu sais, tout le volet environnemental, écologique aussi. Ça fait peur, là, ce qu'on voit en ce moment, ce qu'on vit avec la pandémie, mais aussi tout le volet écologie et tout ça, la conscientisation. Je pense que ça, on s'en va vers ça. Oui. Impliquer l'élève, hein? Absolument. Oui, beaucoup. Au-delà des murs de l'école, peut-être même le mot école qui va prendre un nouveau sens, prendre de l'expansion, où on apprend, puis ouais. Si tu avais un message de leadership ou un message d'espoir aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, ma chère Sylvie, qu'est-ce que tu aurais le goût de nous partager? Un message d'espoir, c'est de croire, je te dirais. Croire en chaque personne qu'on a devant nous. Okay. Peu importe où elle est, peu importe son parcours, peu importe ce qu'elle a vécu. Chaque personne mérite d'être connue, d'être écoutée. Et puis, mérite justement de se développer à son plein potentiel. Fait que je te dirais, c'est ça, croire qu'on peut le faire, qu'on peut contribuer au développement des autres aussi, puis au développement de soi. Mais c'est un mot tout simple, mais qui a tout son sens, je te dirais. Absolument. On change des vies quand on ose faire ça. Croire, exact. Puis avoir des discussions avec les gens, partager où on est, absolument. C'est... Wow! C'est extraordinaire. Puis qu'est-ce qu'on souhaite à Sylvie Labrèche dans les prochaines semaines, prochains mois? De l'équilibre. Ben, je te souhaite de perdre ton laptop ou de le cacher quelque part. Oui. C'est sûr qu'il va être caché pendant 2 semaines, pendant les vacances de Noël. Ça, je te le garantis. Oui. Ça va faire du bien, mais oui. C'était fantastique de discuter avec toi aujourd'hui, Sylvie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci d'avoir pensé à moi, Maria. C'était un plaisir. Puis, je souhaite le meilleur des succès à tous les auditeurs qui nous écoutent. Ben, c'est fantastique. C'était Sylvie Labrèche. À tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.